L'actualité ce 13 février, c'est la commémoration de la journée mondiale de la radio. L'instant est opportun pour mettre en lumière les évidentes opportunités qu'offre ce média. Ce soir, nous jetons nos projecteurs sur la radio rurale et la radio du Parlement. Les grilles de programme, les missions et les défis de l'heure de ces médias spécifiques sont à découvrir dans cette édition. Objet oublié dans un taxi, quoi faire, qui contactait des structures syndicales des taximens sont à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour répondre aux différentes préoccupations. Une déclaration dûment faite et le référent du taxi sont des atouts pour faciliter les recherches des objets perdus. Nous serons avec les premiers responsables de deux structures syndicales qui donnent les procédures à suivre. Et puis l'AES envisage une nouvelle monnaie pour rompre définitivement avec le franc CFA. Le président de la transition du Niger est revenu sur cette initiative lors d'un entretien télévisé. Abdraman Tiani a ajouté que des experts monétaires travaillent sur le sujet et que la décision sera prise en temps opportun. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Aujourd'hui, 13 février, le monde célèbre la journée mondiale de la radio. À l'occasion, nous vous amenons dans les locaux d'une radio spécifique, la radio du Parlement, présente à Ouagadougou depuis 2012. De la grille de programme des missions et lignes éditoriales, nous faisons un tour des horizons avec le chef du service technique de la 89.7. Il revient sur les défis de l'heure de cette radio dans ce reportage que nous propose Anata Siri. Fidèles auditeurs et auditrices de la 89.7 FM, bienvenue à votre flash d'information de ce mardi 13 février 2024. Nous sommes dans les locaux de la 89.7, la radio du Parlement burkinabé. Sa mission, informer la population sur les activités des députés et les décisions prises à l'Assemblée nationale. Première étape de notre visite, la régie A de la radio. C'est ici que sont diffusées les différentes sessions d'information, les séances plénières en direct et émissions radiophoniques, nous explique le chef du service technique. Nous sommes en pleine diffusion et nous diffusons 24 heures sur 24. Nous avons des techniciens qui sont polyvalents. Nous avons des caméramans qui se retrouvent aussi à faire la régie de radio. Nous avons également des monteurs vidéo et audio qui font aussi la régie audio. Donc, il faut dire qu'on est 7 techniciens. Ensuite, nous avons été amenés à visiter également la régie des montages et le studio d'enregistrement des émissions. La radio du Parlement a une grille de programmes bien diversifiée. Toutefois, sa particularité reste l'actualité parlementaire. La 89.7 relaie en direct tout ce qui est débat plénière et a à son actif des émissions radiophoniques en français, en moré, en dioula et en fulfulde. Elle offre également l'occasion aux citoyens de donner leur avis sur la vie de la nation à travers des émissions interactives. Chaque Burkinabé doit se sentir, doit faire partie du système. C'est-à-dire, nous faisons de l'information pour le peuple. Donc c'est tout à fait normal que le Burkinabé lambda se sentent concernés par cette radio. C'est pour ça que nous ouvrons notre micro à tous les Burkinabés dans des émissions interactives d'expression directe. Et ce sont des émissions en français, en moré, en djoula, en fulfulde, qui quotidiennement offrent la possibilité à chaque Burkinabé de pouvoir donner son avis sur la vie de la nation, mais aussi sur la conduite aussi du Parlement. En ce qui concerne l'organisation interne, la radio du Parlement a en sa tête une directrice des médias chargée de coordonner l'ensemble des activités au sein de la radio. La rédaction, quant à elle, est composée d'une dizaine de journalistes, chapeautée par une rédactrice en chef. Une chaîne parlementaire. Et quand on couvre nos activités, bien entendu, nous invitons d'autres presses. Ça fait que dans le traitement de l'information, il faut que nous essayons d'aller au-delà du factuel. Donc nous essayons de voir ensemble et comment orienter le traitement des reportages pour la tribune du Parlement, également pour le flash, en essayant vraiment de mettre l'accent sur l'actualité parlementaire.
Également, nous couvrons les activités en lien avec l'institution parlementaire. Le travail qui est abattu est un travail formidable parce que nous avons une équipe vraiment de professionnels qui font un travail au quotidien vraiment formidable et qui vous rendent compte de ce qui se passe au Parlement. Vous avez des émissions qui parlent des lois, des émissions qui vous présentent les députés, des émissions qui vous parlent des travaux en commission, des émissions qui vous présentent les lois, et vous avez aussi des émissions qui vous parlent de la citoyenneté. La radio du Parlement émet depuis 2012 sur la fréquence 89.7. Elle ne couvre que la capitale Ouagadougou et ses environs sur un rayon de près de 100 km. Les premiers responsables de la radio entendent élargir le champ de diffusion dans les jours à venir afin de permettre à tous les Burkinabés, même du village, d'être au même niveau d'information que ceux de Ouagadougou en termes d'actualité parlementaire. La radio du Parlement est également disponible sur le bouquet TNT. La radio rurale, elle est disponible sur la 90.3. Elle est au service du monde rural et nous plonge dans le Burkina profond. Créée en 1969, la radio rurale a commencé à émettre en 2017 et constitue un véritable levier de développement. Une dizaine de langues nationales y est parlée. Le moré, le djoula et le fulfulde sont les langues utilisées surtout dans les sessions d'information. Immersion maintenant dans cette radio avec Yassine Sawadgo. La journée mondiale de la radio 2024 marque le centenaire de la radio. Diffusant des contenus informatifs, divertissants et éducatifs, elle est devenue en un siècle le média le plus proche de l'esprit humain, selon les premiers responsables de la radio rurale. Créée en 1969, la radio rurale émettant sur la 90.3 du haut de ses 54 années d'existence est une des directions de la radio-télévision du Burkina. Sa première mission est de travailler à la promotion des langues nationales, aujourd'hui devenues des langues officielles. C'est une journée spéciale pour tous les hommes et femmes de médias et même les auditeurs qui par nos différents canaux ont les informations. Il y a aussi que dans la diffusion des informations, une attention particulière doit être accordée, surtout la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il faut que nous journalistes sachions donner la bonne et juste information. C'est une journée qui doit nous amener à réfléchir à comment confronter la radio à la nouvelle technologie. Comment pratiquer la radio aujourd'hui afin que les populations puissent tirer leur épingle du jeu. Et donc cette journée revêt d'un caractère très significatif pour nous. La technique est un des points cruciaux de la radio, mais souvent méconnu ou ignoré. Pourtant, c'est l'un des piliers de la radio, selon l'ingénieur son de la radio rurale. Le technicien a toujours sa place. Concernant le montage des émissions, les mixages, pour répondre à un bon magazine, il faut assurer ça. Il y a toute une ligne à suivre. Voilà, mais maintenant, de plus en plus, bon, les gens ils montent les émissions et puis ils font passer. Il y a certains critères à respecter dans le doublage des émissions, dans le mixage. Comme son nom l'indique, il est l'un des médias les plus écoutés en milieu rural, surtout avec sa panoplie d'émissions et d'informations dans les différentes langues nationales. Nous avons pas mal d'émissions, des émissions culturelles. Et il faut dire qu'on a une émission comme Patrimoine culturel qui va à la source pour pouvoir découvrir le riche patrimoine culturel de notre pays et mettre ça à nu pour que la population puisse comprendre ce qu'on a de valeur qui peut nous permettre peut-être de booster un peu notre vivre ensemble, de permettre la cohésion sociale, de permettre à ce que peut-être il y ait la paix, surtout dans le contexte actuel que traverse notre pays. Si on est bien suivi aujourd'hui, c'est parce que nous faisons du bon boulot.
et que les auditeurs nous font confiance. D'autres même nous félicitent à travers les appels. Le gouvernement burkinabé a décidé de rendre officielles les langues nationales dont la radio rurale fait depuis la nuit des temps son cheval de bataille. Selon les premiers responsables, il y a toujours un travail à faire pour rendre opérationnelle cette décision. On parle santé à présent. Des représentants de Nipro, une entreprise japonaise partenaire du ministère de la Santé, sont à Ouagadougou. Pendant plus de 7 ans de collaboration, le CHU Yalgado Ouedraogo et le CHU de Tengango ont bénéficié de plusieurs équipements, notamment du matériel d'hémodialyse. Ces fournisseurs sont donc là pour constater de visu les installations des unités d'hémodialyse dans ces deux hôpitaux. Après visite, ils ont été reçus par le ministre Robert Lucien Kargougou et c'est la satisfaction chez les différentes parties prenantes. C'est un reportage d'Alexis Mounkouni Belemnaba. De l'unité d'hémodialyse du CHU de Tengango à celle du CHU Yalgado Ouedraogo, une délégation de l'entreprise Nipro avec son partenaire européen a effectué une visite. Une visite conduite par l'entreprise Sibri Biomedical Service, son premier partenaire ici au Burkina Faso. Cette délégation a constaté de visu les différentes installations des unités d'hémodialyse. Nipro, cette entreprise japonaise partenaire du département de la santé burkinabé, dont elle est le fournisseur potentiel du matériel haute gamme de soins médicaux, surtout des soins d'insuffisance rénale. Et c'est avec satisfaction que les responsables des différentes unités manifestent tout en attestant la qualité du matériel. Les équipements ont été installés ici en 2020, voilà, et on n'a vraiment que des pannes mineures. Voilà. Par contre, il y a deux types d'équipements. Il y a des équipements qui permettent de faire d'autres types de séances de dialyse et donc qui n'étaient pas prévus au début du contrat. Et donc c'est ça, nous avons souhaité qu'ils puissent mettre à notre disposition. Sinon, en dehors de cela, les équipements que nous avons ici, c'est les mêmes que partout ailleurs dans le monde, quoi, pour faire le type de dialyse pour lequel c'est prévu. Cette délégation a été reçue par le chef du département de la santé et c'est depuis plus de 7 ans qu'il y a une convention stratégique entre Nipro et le département de la santé burkinabé par le biais de Sibri Biomedical Service, ce qui permet au service sanitaire burkinabé de disponibiliser des unités d'hémodialyse et de relever les défis. Au-delà de l'hémodialyse, l'autre préoccupation majeure, ce sont les transplantations rénales, une préoccupation que Dr Jean-Claude Kargougou travaille à trouver des solutions. Nous avons aussi la transplantation rénale qui constitue une priorité majeure pour le gouvernement de transition et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que dans les tout prochains mois, la transplantation rénale soit une réalité au Burkina Faso. Et nous allons le faire avec l'appui de tous les partenaires techniques et financiers qui sont enclins à nous accompagner. Pour que la transplantation rénale soit une réalité au Burkina Faso, afin de compléter l'offre de soins des insuffisants rénaux chroniques au Burkina Faso, raison pour laquelle Nipro et Sibri Biomedical Service travaillent au renforcement de la coopération avec le ministère en charge de la santé afin de développer le service de dialyse au Burkina Faso. On a installé les mêmes machines de dialyse, le même traitement d'eau et on utilise les mêmes produits qu'on utilise en Europe et au Japon. Et donc on est très heureux d'être ici et aussi on a eu un bon entretien avec le ministre de la Santé qui est bien déterminé à renforcer la relation entre les sociétés et de confirmer le partenariat avec Sibri Holding qui est un partenaire fort. Le Burkina Faso compte à ce jour 6 unités d'hémodialyse, toutes installées et suivies par Sibri Biomedical Service. L'entreprise Sibri Biomedical Service et Nipro ne sont pas seulement dans la dialyse. Elles sont aussi dans l'imagerie médicale, les consommables de laboratoire, les équipements de structures de santé, entre autres. Une nouvelle unité d'hémodialyse verra le jour au CHR de Gawa. Elle sera aussi équipée par Sibri Biomedical et complétera à 7 le nombre des unités.
Les passagers qui ont égaré leurs colis dans les taxis peuvent espérer les retrouver. Pour ceux qui l'ignorent, il existe des différentes fêtières et structures syndicales des taximens pour répondre aux différentes préoccupations. Une déclaration dûment faite et le référent du taxi sont des atouts pour faciliter les recherches. Nous vous amenons à présent à la découverte de deux fédérations nationales des syndicats des taximens, la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transporteurs du Burkina Faso et celle des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain. Les premiers responsables de ces structures nous expliquent les procédures à suivre pour entrer en possession des objets oubliés. Et c'est dans ce reportage d'Alexis Winkouni Belemnaba. Il n'y a pas de raison de se soucier pour un objet oublié ou égaré dans un taxi ou dans une gare. Les 57 cellules de taxi de Ouagadougou, regroupées en 4 fêtières avec à leur tête un bureau national, sont les répondants vers lesquels se tourner dès qu'un cas survient. Si cela arrive à Bobo Dioulasso, 4 fêtières sont prêtes pour le traitement des requêtes concernant toute perte. Mais il y a une condition, une déclaration de perte dûment faite avec les références du taxi. Nous sommes ici au bureau de la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina à Ouagadougou. Des bagages qui sont des biens perdus attendent d'être récupérés par leurs propriétaires. Certains y sont depuis 3 ans et voire même plus, tous enregistrés par les taximens qui attendent de les remettre à leurs propriétaires. Voilà, il y a même les vélos, les propriétaires de vélos là même. Quand il avait perdu ça dans son taxi, dans le taxi, il est venu faire la déclaration. On a pris toutes les notes. Après, quelques temps après, le taximan est venu avec les vélos. Les vélos est là, ça fait bientôt 2 ans, ça est là, c'est posé comme ça. C'est un vélo en état même, franchement, un peu près en état même, en bon état, en état neuf quoi. Il y a un point qui reste la condition essentielle, les références du véhicule. Parmi les plus importants, ce numéro à 4 chiffres visible sur la portière. Il passe inaperçu pour bon nombre d'usagers et pourtant il reste précieux en termes d'information pour l'organisation syndicale de transport, selon Adama Emmanuel Nakoulma, président de la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain. Le numéro du syndicat national des taximens qui est Syntab, et ils sont de 1000 à 1999. Quand je prends l'exemple sur le Syntaxo, c'est de 2000 à 2999. Quand je prends l'exemple sur le Synta PTB, c'est de 3000 à 3999. Quand je prends l'exemple sur le SDTDB, c'est de 5000 à 5999. Celui qui part à Tampoui, part à Tampoui. Celui qui part à Colonaba, part à Colonaba. Donc si tu descends et que tu dis que tu pars à Colonaba, on sait que c'est celui qui a pris le client de Colonaba hier nuit, c'est lui qui l'a déposé. Donc c'est tellement facile. Téléphones et vêtements sont les objets souvent retrouvés. Parfois, des conducteurs font des découvertes insolites dans les valises, des stupéfiants ou même de fortes sommes d'argent. Il y a un taximan qui a oublié un sac et l'intéressé est venu pour prendre. On lui a dit de fouiller. Il a fouillé, c'était de la drogue. Et je lui ai demandé d'où il venait avec cette drogue-là. Il n'a pas voulu dire. J'ai appelé la police. Ils sont venus. Et j'étais obligé de me lever avec mon véhicule, même les amener au commissariat. Un monsieur qui a oublié son sac, et l'intéressé est venu, je lui ai dit de fouiller, il y avait 80 millions dans son sac. Vous voyez. Donc il y a des gens aussi qui est de bonne foi. Et quand ça s'avère que c'est un truc comme ça, nous on prend, on part au commissariat, on identifie et on fait enregistrer l'intéressé et on le remet. Bon, moi j'avais déjà trouvé même des choses qui viennent ici. Et nous on sent des choses bizarres. Bon, souvent aussi c'est compliqué. Si vous appelez les autorités, c'est des questions, c'est des procédures, c'est compliqué. Nous, souvent, quand on voit que ça ne va pas, on sait ce qu'on peut faire. Et puis, voilà, là, il est loin du bureau. Parce que souvent, si vous ne vérifiez pas, on peut même venir même déposer même des bombes ici. L'autre préoccupation des conducteurs, ce sont les vols dans les taxis. Dans une ville où il y a plus de 25 000 taxis, les différentes fêtières disent travailler avec les brigades de recherche afin de mettre la main sur les fautifs. On se demandait d'où venait cette fléau-là. On a travaillé avec la police nationale, la police municipale. Ça a trouvé que c'était des étrangers, des Togolais qui pillaient les clients dans les taxis. Quand tu rentres dans un taxi, on te dit de te mettre au milieu et quelqu'un vient s'ajouter. Il y a eu beaucoup de plaintes qui nous est parvenu et on a référé à la police. Tout ça passe à Ouaga aujourd'hui. Il y a des bandits même qui prennent des véhicules, qui transforment en taxi et ils font de n'importe quoi. Tout cela on a découvert. Voilà. Il y en a qui volent, il y en a même qui volent même vis-à-vis dans les taxis.
qui modifient les mêmes les véhicules. Ils rentrent dedans, si vous rentrez, il y a des gens qui vont rentrer avec vous, coincer et puis retirer tout ce que vous avez. Et puis on part vous jeter quelque part. Les deux présidents de fédérations syndicales attirent ici l'attention des voyageurs. Si vous prenez un véhicule qui n'a pas de peinture, parce que tout cela ça existe à Ouagadougou, nous on appelle ces taxis-là des taxis noirs ou des taxis clandestins. Bon, des voleurs sont dedans, des malfaiteurs sont dedans, tout est dedans. Vous allez dire un jour que voilà, c'est un taximan qui m'a fait ça, mais au fait, si vous vérifiez bien, vous ne trouvez pas que c'est vraiment un vrai taximan. Et quand il va emprunter le taxi, chaque fois qu'il prend le numéro qui est sur le flanc des portières, si tu ne peux pas retenir, enlève ton portable, tu composes le numéro comme un appel, tu cliques et ça reste. Quand tu descends et que ça s'avère que tu as oublié quelque chose, tu revois sur le numéro seulement. Dès que tu nous renvoies le numéro, aussitôt on peut retrouver le taxi que vous avez emprunté. Au-delà de 5 ans, lorsque l'objet perdu n'est pas récupéré, il est mis aux enchères selon les différentes organisations syndicales. Elles invitent les usagers à plus de prudence pendant leur déplacement. Ces deux fédérations syndicales de taxis ont déjà reçu des lettres de félicitations des autorités communales de Ouagadougou pour leur engagement. 2 semaines après le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, le président de la transition du Niger, le général de brigade Abdraman Tiani, a accordé à la chaîne nationale de son pays un entretien dans lequel il parle de cette actualité. Il est revenu sur cette initiative de rompre avec le franc CFA afin de renforcer l'indépendance économique des pays de l'AES. Des experts monétaires travaillent sur le sujet et la décision sera prise en temps opportun selon Abdraman Tiani. L'essentiel de cet entretien avec Bourema Madou et Adrien Djikemde. Après la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO, plusieurs questions se posent sur les implications d'une telle décision. Le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, dans un entretien, parle d'un choix stratégique. L'objectif à travers la sortie de la CEDEAO est clair. Selon le chef d'État, les 3 pays de l'AES veulent tracer ensemble, avec le soutien des peuples, le sillon d'un développement durable. Concernant les craintes des populations sur la libre circulation des personnes et des biens, le président rassure. Pour ce qui est de la libre circulation des personnes et des biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce que eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Lors de cet entretien, la question de la création d'une éventuelle monnaie dans l'espace AES a également été évoquée. Les 3 pays de l'AES sont toujours membres de l'UEMOA, mais la création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali est un projet en cours de réflexion, a laissé entendre le président de la transition nigérienne. Pour lui, une décision sera prise au moment opportun. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement. Ouvrir l'armoire de l'histoire récente des États, les analyser, les évaluer de nos peuples. Il n'est plus question. La France nous a spolié plus de 107 ans de pillage systématique de nos ressources pour qu'on soit quitte avec la nation. Les États de l'Alliance, nous déciderons. Plusieurs raisons ont poussé les autorités nigériennes à quitter l'organisation régionale qu'est la CEDEAO. Parmi elles, l'embargo total imposé au pays, une décision qui affecte le peuple nigérien. Pour le général Abdourahmane Tiani, cette situation a dépourvu les Nigériens du minimum vital. C'est donc dans l'optique d'améliorer les conditions de vie de leur population que les 3 pays membres de l'AES ont décidé en toute souveraineté de quitter la CEDEAO. Pour ce faire, plusieurs perspectives sont en vue. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, et des succès. Ramener la sécurité dans notre espace troublé. Le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays
de l'alliance serment qui se traduit par des faits. Pour le général de brigade, président de la transition, la volonté des autorités des 3 pays est de travailler à la prospérité économique de la zone AES. Il rassure que cette étape est inévitable. Une AES qui couvre plus de 50% de la superficie de la CEDEAO. Le président en exercice de la CEDEAO devrait se rendre ce lundi au Sénégal pour échanger avec le président Macky Sall sur la situation dans son pays. Mais à quelques heures de son départ, Bola Tinubu a reporté sa visite sans qu'aucune nouvelle date ne soit communiquée. Suivant. Bola Tinubu pourrait rencontrer Macky Sall jeudi à Addis Abeba en Éthiopie, alors que la visite du chef de l'État nigérian et président en exercice de la CEDEAO prévue lundi à Dakar a été reportée sine die. Dans la capitale sénégalaise, Bola Tinubu devrait échanger avec son homologue sénégalais sur la crise politique en cours dans le pays après le report de l'élection présidentielle. Une délégation des parlementaires de la CEDEAO est arrivée dans la capitale sénégalaise mardi pour une visite de 3 jours. Elle doit se faire une idée sur les causes de la crise politique actuelle. Le report de la présidentielle qui rallonge de facto le mandat de Macky Sall jusqu'au moins en décembre a mis le feu aux poudres. 3 personnes ont été tuées vendredi lors des manifestations anti-report au Sénégal. C'est dans ce contexte que les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont, dans un communiqué conjoint, appelé au calme. Ces 2 acteurs politiques qui se considèrent comme les pères de la démocratie sénégalaise ont aussi appelé au dialogue pour sortir le Sénégal de l'impasse actuelle. En Centrafrique, plus de 1000 enfants combattent toujours aux côtés des groupes armés. Le gouvernement tente d'empêcher les enfants de rejoindre les camps à travers des programmes de réinsertion professionnelle. Suivant. Plus de 10 ans après le début de la guerre civile en République centrafricaine, le gouvernement a révélé lundi que plus de 10 000 enfants continuent de servir dans les rangs des groupes armés. Dans un communiqué officiel, Marthe Kirima, la ministre de la Famille et du Genre, a souligné que ces enfants sont encore enrôlés comme combattants, espions, coursiers, aides cuisiniers, voire même exploités comme esclaves sexuels. La ministre a aussi noté que 15 000 enfants ont réussi à s'échapper des forces rebelles, mais un grand nombre d'entre eux souffrent de traumatismes et rencontrent des difficultés à retrouver une vie normale. En dépit de l'accord de paix signé en 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés, les hostilités perdurent en Centrafrique. En attendant que la paix soit totalement rétablie, des organisations locales comme la Fondation La Voix des Sans-Voix et l'UNICEF luttent contre le recrutement d'enfants soldats. Des programmes de formation professionnelle ont également été instaurés pour garantir aux enfants un avenir loin des armes. Et c'est ici que prend fin ce journal. Excellente soirée à vous qui l'avez suivi.